Et salut à tous, comme tous les jours à 17h, on se retrouve pour parler MMA. On est le mardi 28 novembre 2023 et aujourd'hui au programme, le camp d'entraînement de Dricus du Plessis en vue de son combat contre Sean Strickland. On aura aussi un mot de Joe Pyfer et de son premier main event qui arrive au mois de février prochain. On parlera aussi de Khamzat Chimaev qui explique avoir dominé Jari Prochazka pendant une séance de sparring. On parlera aussi du retour de notre français Kevin Jousset et de plein d'autres choses. C'est parti. Et on commence avec Dricus du Plessis qui aura sa chance au titre contre Sean Strickland. Alors c'est vraiment un combat, il y a 2 ans en arrière, si on nous avait dit un jour le combat pour le titre des poids moyens ce sera Sean Strickland contre Dricus du Plessis, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui y croyaient, et surtout pour Dricus du Plessis, moi personnellement à chacun de ces combats, depuis qu'il est dans les discussions un peu intéressantes, je me dis ouais non là ça va pas passer, son cardio va lâcher, il est trop limité, techniquement ça va pas suivre, et finalement à chaque fois il me fait mentir. Alors écoutez, il a avoué que lui aussi, il a eu peur de ne jamais avoir sa chance au titre, surtout quand il a été blessé, alors qu'on lui avait proposé de combattre Israel Adesanya. Il dit là, ça a été un peu compliqué, je me suis dit, ah, c'est peut-être ma chance, et le fait d'être blessé, bah malheureusement, ça va me passer sous le nez. Et il dit, mais voilà, c'est un peu le destin, puisqu'aujourd'hui c'est Khamzat Chimaev qui est blessé, le prochain combat pour le titre semblait lui être promis, et finalement il est blessé, donc c'est moi qui ai ma chance, je suis très content de ça, et il explique aussi qu'il a l'impression que les gens, que les fans de l'UFC voulaient le voir affronter Sean Strickland et que du coup ça a poussé l'UFC à faire ce combat. Alors écoutez, je sais pas si c'est ça qui a poussé l'UFC, mais en réalité c'était aussi assez logique, hein. Il a battu Robert Whittaker, donc il méritait sa chance, c'est pas le plus gros nom, je suis d'accord, c'est pas le mec le plus populaire, mais quand tu bats Robert Whittaker, bah tu mérites ta chance. Il explique aussi que dans le combat entre Kamaru Usman et Khamzat Chimaev, Kamaru Usman aurait mérité une chance au titre en cas de victoire, parce que c'est une légende chez les poids welter, il a été champion pendant très longtemps, mais il dit que Khamzat Chimaev, par contre, c'est un peu limite qu'il ait sa chance, il aurait mérité au moins un combat de plus. Je suis assez d'accord avec ça, maintenant Chimaev, c'est un tel phénomène, il y a un tel engouement autour de lui, puis les résultats dans la cage sont là, hein. Même si contre Usman, je suis d'accord, le cardio a blessé, etc., a baissé, pardon, mais il a gagné ce combat, il a été impressionnant dans le premier round, et les gens ont envie de le voir, envie de savoir s'il peut aller chercher la ceinture, donc je pense qu'il aura cette chance. Il a aussi dit que Kamaru Usman avait demandé à l'affronter. Il dit moi j'ai beaucoup de respect pour la légende Kamaru Usman, mais peut-être plus tard. Il dit là actuellement moi ce que je veux c'est le titre. J'étais là, on m'a offert le titre donc je vais pas faire une marche arrière en allant prendre Kamaru Usman. Je suis assez d'accord avec ça. Maintenant si on lui avait dit que le titre n'était pas pour lui, qu'il aurait pu prendre Usman, ça aurait été un beau combat de prestige. Mais il aurait combattu un Usman qui est maintenant sur 3 défaites de suite dans une catégorie qui n'est pas forcément la sienne. Donc stratégiquement je suis pas sûr que ça aurait été le meilleur des choix. Il explique aussi que lui ne voyait pas voir Sean Strickland battre Israel Adesanya. Il dit ouais je pensais vraiment pas qu'il allait le battre, mais de toute façon Strickland pensait que je n'allais pas battre Whittaker. Donc au final on se retrouve tous les deux, c'est peut-être le destin encore une fois. Et il explique qu'il est très reconnaissant envers son équipe, ses sparring, ses coachs, parce que tout le monde a annulé les vacances de Noël pour pouvoir le préparer au mieux pour son combat contre Strickland. C'est vrai qu'un combat comme ça en début d'année, ça veut dire que tes fêtes de Noël, tu les passes en camp d'entraînement. Donc forcément que ça demande des sacrifices à tout le monde. Il dit ouais c'est vraiment une source de motivation pour moi de savoir que les mecs avaient prévu des vacances en famille et qu'ils ont tout annulé pour être à mes côtés, pour qu'on fasse cette aventure ensemble. Moi Sean Strickland là je l'ai beaucoup découvert dans cette interview, Sean Strickland, Dricus du Plessis excusez-moi. Et voilà, il explique que pour lui c'est très important l'équipe, il dit à chaque camp on est tous ensemble, on essaye de s'améliorer un peu à chaque camp, parfois on ajoute un petit peu de cardio, parfois on ajoute un petit peu de récupération, mais il dit voilà je pense que c'est qu'en ajoutant un petit peu à chaque camp, bah un jour on tendra vers la perfection, et ça c'est vraiment la mentalité qu'il faut, je pense quand t'es à ce niveau là, t'apprends en permanence, t'amènes des nouveaux gars, t'apprends de nouvelles méthodes, et c'est comme ça que tu deviens meilleur et que tu te fais ta place au sommet. Il explique que pour préparer Sean Strickland, qui n'est pas un match-up facile, hein, le journaliste lui dit ouais t'as vu Strickland, il a une façon de combattre qui est très particulière, pas facile de trouver un sparring partner qui s'y colle, hein, un peu comme Bobby Green, on en parlait hier avec Jalin Turner, bah Sean Strickland c'est un peu la même chose, c'est pas un combattant très conventionnel j'ai envie de dire. Et ben il explique que voilà qu'il a fait venir des boxeurs sud-africains, il dit ouais j'ai amené des mecs, on a des bons boxeurs en Afrique du Sud, je les ai fait venir dans mon camp parce que je m'attends à un combat quand même très porté sur la boxe anglaise. Je pense qu'il a raison, même si Strickland pourrait peut-être venir mixer un peu avec de la lutte, le coller à la cage, etc. Il explique aussi qu'il sait que les gens doutent beaucoup de son cardio. Moi je suis le premier, moi aussi, hein, je pense qu'il a des petits problèmes de cardio, mais pour l'instant ça le fait. Il dit non mais ce que les gens se rendent pas compte c'est que moi avant l'UFC j'ai fait beaucoup de combats en 5 rounds et ça m'a jamais posé problème. Il dit contre Whittaker vous voyez je dirais que j'étais à 60% de mes capacités au niveau de mon cardio. Je pense qu'il me restait 40% sous le pied encore. Donc écoutez je pense que c'est plutôt une bonne chose, surtout que Whittaker c'est l'élite de la catégorie. Mais il explique voilà,
ok, je me prépare pour 25 minutes, mais si j'ai une seule occasion de finir Strickland, je vais sauter dessus, j'ai envie de le terminer. Je peux vous garantir que ce combat n'ira ni au 4e round et encore moins au 5e round. Écoutez, je le souhaite, hein, moi j'ai envie de voir une guerre. Franchement, deux gars comme ça, sur qui personne ne misait, s'ils peuvent nous offrir un combat de dingue, un combat de l'année, un combat pour le titre qui restera dans la légende, ce serait très beau pour l'histoire. Et puis franchement, il y a ce qu'il faut, parce que Duplessis, il a tendance à prendre beaucoup de coups, Strickland a tendance à frapper très fort, mais Duplessis pourrait très bien le contrer, et puis là on pourrait partir dans une bagarre. Donc écoutez, moi c'est un combat qui m'attire de plus en plus en réalité, hein. Il a aussi parlé de la suite pour lui, il dit voilà, si je prends la ceinture, ce sera sûrement Chimaev. Il dit donc qu'il va sûrement essayer de m'amener au sol, et il a raison parce que c'est la bonne stratégie, mais je crois qu'il se rend pas compte que moi je suis vraiment un gros gabarit, il a jamais lutté avec quelqu'un d'aussi fort physiquement que moi. Alors ça je sais pas. Je sais pas parce que Chimaev quand même en camp d'entraînement, il s'entoure de mecs parfois plus lourds que lui. Je sais pas si c'est vrai, mais dans le combat, dans une cage, là par contre c'est vrai, parce que l'entraînement et le combat c'est différent. C'est vrai que dans une cage, Duplessis c'est un sacré morceau, hein. Physiquement il est très imposant, donc ça pourrait être un problème pour Khamzat Chimaev. Maintenant, tant que le combat n'a pas lieu, on sait pas ce que ça va donner, mais oui, Chimaev aura peut-être un peu plus de mal à amener Duplessis au sol que les autres. Maintenant, est-ce que la takedown defense de Duplessis est aussi bonne que celle d'Ousmane par exemple? Je suis pas convaincu. Est-ce qu'il va réussir à compenser les lacunes techniques par le côté physique? C'est peut-être la clé du combat pour Chimaev et pour lui aussi, hein. C'est quelque chose que j'ai hâte de voir si ça doit arriver. Ensuite, en parlant de Makhachev, il dit ouais, moi c'est un gars, j'aimais pas du tout son style, je trouvais qu'il était assez chiant à regarder, mais là je suis bien obligé d'avouer qu'il m'a fait mentir. Le KO qu'il a mis à Volkanovski, c'était vraiment très fort, donc maintenant je suis embarqué dans le wagon Makhachev. Makhachev, hein, depuis son combat contre Volkanovski, il a gagné des fans, hein. Je pense que tout le monde le voyait comme un Khabib, un mec qui lutte, donc tous les mecs qui ne met pas trop la lutte disaient ouais c'est chiant, c'est un mec qui te colle à la cage, qui te colle au sol. Là il a claqué un beau KO, j'ai l'impression que ça va être un nouveau départ pour lui dans sa carrière, il a embarqué plus de monde dans le wagon et c'est tant mieux pour lui. Il a aussi parlé d'Adesanya, on sait qu'il y a une grosse rivalité entre les deux, hein, qui est le vrai champion de l'Afrique, etc., etc. Moi, c'est une rivalité que je goûte pas trop. J'ai l'impression que ça pourrait vite déraper avec des propos un peu limites d'un côté comme de l'autre. Mais bon, la rivalité est bonne dans le sport, hein, pour se tirer vers le haut. Après, faut pas que ça devienne un peu trop personnel, j'ai envie de dire. Et voilà, il explique que Adesanya mérite son repos. Il dit franchement, avec ce qu'il a fait dans le sport, même s'il n'a pas l'air de l'apprécier, il respecte son parcours. Il dit maintenant, si vraiment il veut revenir en 2027, moi je pense que c'est beaucoup trop loin. Je vois pas ce qu'il va faire en 2027, revenir, le game aura évolué comme on dit, et lui pas forcément. Donc ça c'est vrai. Moi je pense que 2027 c'est beaucoup trop loin pour Adesanya. Mais comme je vous l'ai déjà dit, hein, je pense qu'il a dit 2027 pour dire comme ça, vous m'en parlez plus, vous me laissez tranquille, je vous donne une réponse un peu débile et puis vous allez me laisser tranquille. Écoutez, je ne sais pas, mais voilà, c'était intéressant de parler de Duplessis, son combat va venir vite. Moi j'y croyais pas du tout. Je pense que lui c'était le seul à y croire, lui et sa team, et peut-être les Sud-Africains qui poussaient derrière lui. Maintenant on aura la réponse au mois de janvier. Un petit mot maintenant de Joe Pyfer, je vous ai dit qu'il aura son main event, je crois que c'est le 10 février, contre Jack Hermanson. Bah écoutez, il était l'invité d'Ariel Helwani cette nuit, donc je vais vous dire un peu tout ça. Donc il explique qu'il est très fier d'être le main event de ça. C'est un main event qui vient très vite dans sa carrière. Je vous parlais hier de Dariush, il a fallu qu'il attende 10 ans, pourtant ça fait un moment qu'il est dans la conversation, il avait toujours pas eu de main event. Bah voilà, Joe Pyfer, il y a un peu d'engouement autour de son nom, il fait un peu de trash talk, etc. Donc bah on le fait arriver plus vite. Et il explique qu'il a beaucoup de respect pour son adversaire, que c'est un vétéran, que c'est un dur au mal, etc. Mais il pense être un mauvais match-up pour lui, et je pense que c'est vrai. Je pense que Joe Pyfer va pouvoir vraiment faire dérailler Jack Hermanson. Mais attention, Jack Hermanson va avoir le rôle de gatekeeper, le rôle de vétéran, et on a vu beaucoup de nouveaux arrivants se casser les dents dans ce genre de combat. Il explique que c'est un combat qui vient très vite, qui va lui ouvrir les portes du top 15. Il dit moi je pensais plutôt, je voulais avoir 5 victoires de suite avant d'arriver dans le top 15. Et du coup Helwani lui dit ah ouais, et pourquoi ça? Il dit bah parce que voilà, moi quand je vais rentrer dans le top 15, top 10, là je vais être concentré à 100% pour mes combats, et je voulais renégocier mon contrat à ce moment-là, gagner plus d'argent, et me dire voilà, j'ai plus besoin de penser à l'argent, j'ai un contrat qui est sécurisé, maintenant c'est que le combat. Donc encore une fois, les combattants de plus en plus prennent conscience que tout ce qui est contrat, tout ce qui est argent est très important pour eux. Et il dit voilà, moi je sais qu'il me reste 7-8 ans devant moi, donc la ceinture j'ai le temps d'aller la chercher, mais quand je serai à la retraite je veux plus travailler, je veux que ce soit terminé, donc je veux prendre le temps de construire ma carrière, faire les bons combats, avoir les bons contrats. C'est pas bête, honnêtement c'est pas bête de sa part. Peu de combattants en parlent, hein, surtout nous les contrats vu de l'extérieur, on sait pas trop à quoi ça correspond. Ouais, il lui reste 2 contrats, 2 combats au contrat, ouais bon d'accord. Bah lui il explique voilà, si tu finis ton contrat sur un perfect, que des victoires, que des finishes, forcément que tu vas renégocier à la hausse, et que là quand tu arrives dans les bonnes conversations c'est intéressant. Donc je suis assez content pour lui, donc voilà, la ceinture ça viendra, mais l'argent avant tout.
Ariel Helwani lui dit ouais, est-ce que t'as pensé à aller dans d'autres ligues vu que l'argent c'est important pour toi? Pourquoi t'aurais pas attendu d'être free agent? Donc free agent pour ceux qui savent pas, c'est quand t'as fini ton contrat et qu'il a pas encore été renouvelé. T'aurais pu aller au PFL prendre le million ou je sais pas au Bellator ou je ne sais où. Il dit ouais, honnêtement l'UFC ça reste la numéro 1. Moi je vais être champion dans la numéro 1. Donc j'ai pas vraiment pensé à aller ailleurs. Il a aussi dit que dans son combat contre Hermansson, ce qui va faire la différence, c'est sa puissance et sa vitesse. Il dit ouais, je suis trop puissant, trop rapide pour lui, je pense que je vais pouvoir le terminer. Il dit pour moi c'est un très bon match-up, je pense que... Il dit je veux rien lui enlever, j'ai un gros respect pour lui, mais je pense qu'il y avait des combats beaucoup plus difficiles pour me permettre d'accéder au top 15, et je suis content qu'on m'ait offert celui-là. Il explique que son point faible à lui c'est les blessures. Il dit ouais tu vois moi j'ai 27 ans, ça fait 2-3 ans que j'enchaîne les blessures et il faut vraiment que je fasse attention à ça. Il explique aussi être heureux d'affronter Hermansson parce que c'est un mec bien. Il dit ouais c'est un mec bien qui fait pas de trash talk. Et moi quand j'affronte un adversaire que je n'aime pas, ça me met la pression parce que je suis nerveux, j'ai tellement envie de lui faire mal que ça peut me faire déjouer un peu. Alors honnêtement, je sais pas s'il il a peut-être pas bien fait de dire ça parce qu'il y en a qui vont entendre ça dans la catégorie, qui vont se dire ok, lui je vais le trash talk pendant 2 mois avant le combat, je vais le faire dérailler. Il aurait peut-être mieux fait de se taire sur ce coup-là, après il va peut-être travailler là-dessus puis réussir à passer outre. C'est aussi un très bon ami de Brendan Allen, qu'on a vu combattre il y a 15 jours, si je dis pas de bêtises, ou une semaine, qui a gagné contre Paul Craig. Donc ils sont très amis, hein, ils s'entraînent ensemble, etc. Donc Helwani lui dit hey, tu sais, vous êtes dans la même catégorie, et un jour vous allez peut-être devoir vous affronter. Et il dit écoute, on en a déjà parlé, si ça doit arriver, ça arrivera, mais ce sera pour la ceinture. On s'affrontera pas dans un combat de contender. S'il a la ceinture et que moi je suis le numéro 1, bah on s'affrontera. Si c'est le contraire, on s'affrontera, mais j'ai pas envie de l'affronter dans un combat normal. Ça je peux comprendre. Je peux comprendre quand tu t'entraînes ensemble, tu te connais, t'es amis, t'as pas forcément envie de te battre dans la cage devant tout le monde, il y a déjà des sparring à l'entraînement. Mais bon, quand il y a la ceinture en jeu, je pense que ça peut se comprendre. Hein. Ousmane et Gilbert Burns étaient assez amis, ils se sont affrontés pour la ceinture. Écoutez, je pense que ça peut laisser des traces dans une amitié à ce niveau-là. Maintenant, bah voilà, c'est pas de chance, hein, vous êtes dans la même catégorie. À l'époque, on se rappelle, Daniel Cormier était descendu en lourd léger exprès pour ne pas affronter Velasquez. Bon bah écoutez, il avait pu le faire, il l'avait fait, peut-être que Pfeiffer ne se voit pas descendre ou monter, puis Brendan Allen, c'est pareil. Ensuite, il expliquait que ce qui lui tenait très à cœur aussi, c'est d'avoir sa revanche contre Dustin Stolfus, excusez-moi. Il dit voilà, il m'avait battu au Contender, la première fois que j'ai participé au Contender, j'ai pas envie de me trouver d'excuses, mais je trouve qu'il a eu de la chance, je me suis blessé au bras, j'ai fait n'importe quoi, j'étais pas préparé mentalement, j'aurais pas dû me blesser dans ce combat, c'est parce que j'ai fait n'importe quoi, et lui il est partout en train de dire qu'il m'a battu, il m'a même proposé à la fin d'aller s'entraîner ensemble, tu sais, il m'a un peu pris de haut, finalement on s'est jamais entraîné ensemble, là je vais être honnête avec toi, si je gagne ce week-end et qu'on me propose un combat contre ce gars-là, bah, je serais super content de l'affronter, même si ça me fait rien gagner dans les rankings, j'ai vraiment envie de laver cette défaite. Alors écoutez, je peux comprendre mentalement qu'il ait envie. Maintenant, si ça le fait pas avancer dans le classement, c'est pas forcément un choix très stratégique, mais s'il a besoin de ça pour avancer, écoutez, il a dit moi depuis que je suis à l'UFC et que lui aussi je demande à l'affronter, il se passe rien. Donc je suis un peu déçu. Et puis pour finir, il a parlé des rankings. Tous les combattants en ce moment se défoncent les rankings et les journalistes qui les font, ils disent ouais les rankings c'est n'importe quoi. J'ai pas envie d'être désagréable, mais les mecs qui font les rankings, ils ont jamais fait de combat, ils savent pas de quoi ils parlent, je vois pas comment ils peuvent nous juger. Je rappelle, les rankings sont faits par les journalistes. C'est un côté très promotionnel, moi je suis d'accord avec eux, après voilà, ça permet de vendre le produit, etc. Écoutez, on passe à la suite avec Khamzat Chimaev. J'ai appris en écoutant Michael Bisping que Khamzat a déclaré qu'il avait fait du sparring avec Jiri Prochazka et qu'il l'avait ultra dominé. Michael Bisping dit bah écoutez, Prochazka il a pas démenti, donc c'est peut-être vrai. Il dit maintenant voilà, ce qui se passe en sparring se passe en sparring. C'est vrai que moi je suis pas trop fan quand les mecs disent ce qu'ils ont fait. Il dit moi vous savez, il a affronté 2 fois Luke Rockhold Bisping. Une fois il lui a pris la ceinture de l'UFC, mais avant il s'était déjà affronté. Il dit moi avant ce premier affrontement j'avais déjà affronté Rockhold en sparring et honnêtement je l'avais dominé. Et pourtant, quand on s'est affronté la première fois, bah, il m'a battu. Et il dit donc voilà, après j'avais appris suite à notre sparring que la veille, il était sorti, qu'il était vraiment pas dans son assiette. Mais voilà, tu peux pas forcément te fier sur un sparring, même si tu as des sensations, même s'il y a des choses comme ça. Il dit un sparring, c'est un sparring, et le combat, c'est un combat, donc on verra ce que ça va donner. Il a aussi parlé des double champs, les doubles champions à l'UFC. Il a parlé de ça avec Anthony Smith. Il dit ouais, en ce moment, c'est vraiment la folie. Tous les mecs veulent être double champions. Moi, je pense qu'il faut cadrer le truc. Et il y a un auditeur qui appelle leur émission et qui dit ouais, moi, j'ai une idée. Quand un mec est champion, par exemple, t'es champion chez les poids légers. On va prendre Islam Makhachev. Tu veux prendre le champion chez les poids welter, et ben il faudrait que tu combattes 1 ou 2 mecs du top 10 et que tu continues à défendre ta ceinture. Bon, moi je trouve que ça fait trop de combats. Ça voudrait dire là, Makhachev il va défendre contre Oliveira, il va faire un combat contre un mec du top 10 poids welter, il va redéfendre sa ceinture, et après, ça fait 3-4 combats. Moi je trouve que ça c'est trop lourd. À la limite, autant qu'il abandonne sa ceinture des poids légers, puis qu'il aille chercher la ceinture des poids welter. Ou alors l'auditeur il donne une autre idée, il dit ouais, admettons le champion des poids plumes, donc c'est 145, il veut affronter le champion des poids légers 155. Il dit bah on fait le combat en 146,
Donc lui, le champion poids plume, il arrive à 146, le champion poids léger, il arrive à 155, et les deux ceintures sont en jeu. Le champion poids léger peut prendre la ceinture du champion poids plume, et poids plume poids léger. En vrai, c'est pas bête, ça ferait deux ceintures. Franchement, ça serait. Le scénario serait beau, mais l'écart de poids, il serait énorme, ça serait très compliqué. Et puis Bisping dit non, ça va être trop le bazar dans les catégories, t'imagines, on va perdre trop de temps. Et puis concernant la première option là, du gars qui va affronter des gars du top 10, Bisping il dit ouais, le problème c'est qu'imagine ton champion des poids légers, il se fait laver par le top 8 de la catégorie du dessus, ça va complètement dévaluer ta catégorie d'un point de vue marketing, c'est pas bon. Par contre, Bisping, ce qu'il dit, il dit moi, je pense qu'il faudrait dire, allez, au moins 3 défenses de titre, minimum. Il dit, tu vois, Volkanovski, quand il est monté, il méritait, il avait battu tous les contenders, ça dépend de la catégorie, mais il dit, moi, c'est sûr, faut que le mec, il montre qu'il est le champion, qu'il batte les contenders les uns après les autres. Mais moi, je suis d'accord, il devrait peut-être y avoir une règle. Après, le problème, c'est que si on fait une règle et qu'il y a une superstar qui arrive, le nouveau Conor McGregor, bah la règle, ils vont en avoir rien à faire, l'UFC, ils vont lui donner sa chance. Donc c'est un sujet très très délicat. Il explique par contre que ce serait différent pour un short notice. Il dit par exemple, tu vois, voilà, comme Volkanovski qui a affronté Makhachev, c'était un short notice 15 jours. Ouais, là, ça fait du sens. Et il explique que lui, à l'UFC 200, quand Daniel Cormier devait combattre John Jones et que John Jones s'était fait attraper pour dopage, on s'en rappelle, il dit moi j'ai tout de suite tweeté, j'avais rien à perdre, j'ai dit ouais allez-y, moi je prends Daniel Cormier. Il dit vous imaginez, moi j'aurais pu être double champion, j'aurais pris l'argent parce que short notice UFC 200, j'aurais eu le prestige, j'aurais tout eu, alors que Daniel Cormier, lui, il avait beaucoup à perdre. Donc écoutez, encore une fois, je connaissais pas cette anecdote, ça aurait été marrant, finalement c'est Anderson Silva qui a vu le combat. Mais Bisping, il dit ouais, honnêtement, je suis convaincu que j'aurais perdu ce combat-là, mais j'y aurais été quand même. Ensuite, un petit mot d'Aspinal, il a confirmé qu'il voulait absolument Stipe Miocic, il dit ouais, c'est le GOAT des lourds, ça fait beaucoup de sens. J'entends des gens qui comprennent pas pourquoi je veux ce combat-là, mais pour moi ça fait énormément de chance. Il dit en plus pour Stipe Miocic, c'est une situation gagnant-gagnant. Si je le bats, c'est normal, je suis jeune, je suis le nouveau, entre guillemets, le nouveau phénomène, hein, il l'a pas dit comme ça, je suis le nouveau champion, donc s'il perd, c'est normal. Et puis s'il me bat, mais là, sa notoriété, elle va exploser. Le combat contre John Jones, il va vendre à fond. Parce qu'on dirait que Miocic n'est pas fini, que Miocic est le meilleur. Et puis, donc, il a pas forcément tort. Et enfin, il dit, il veut que Cyril Gane et Almeida s'affrontent, et lui, il prendra le vainqueur. Écoutez, il en démord pas. Qu'est-ce que va faire l'UFC? Je ne sais pas, mais lui, en tout cas, il a l'air de freiner des cas de fer pour ne pas affronter Cyril Gane tout de suite. Un petit mot de l'UFC de ce week-end, l'UFC Austin. Combat de Clay Guida. Clay Guida, ça fait 7425 jours qu'il est à l'UFC. C'est un vétéran absolu. Moi, j'adore ce combattant-là, même s'il est sur la fin, je suis toujours très content de le voir combattre. Glover Teixeira qui a fait une déclaration sur sa retraite, et il a dit ouais, si je prends ma retraite, c'est vraiment l'âge, je sens que je perds en réflexe, je perds en vitesse. Il dit je veux rien enlever à mes derniers adversaires, que ce soit Jerry Prochaska ou Jamal Hill, mais j'ai l'impression que le Glover Teixeira qui avait 35 ans, il aurait mangé ces gars-là. Aujourd'hui, ce qui me manque, c'est vraiment l'âge, voilà, c'est mon corps qui me dit stop, mais sinon j'avais encore envie d'y aller, et je pense que ces gars étaient prenables. Écoutez, c'est pas faux. Teixeira, il a eu une renaissance en vieillissant, mais voilà, après, comme tout le monde, il y a des limites. On a Henry Cerudo qui pense que dans un combat entre Justin Gaethje et Max Holloway, ça pourrait très mal tourner contre Holloway. Il dit, je pense que Justin Gaethje va lui envoyer des calf kicks, il va lui faire très mal, et il va lui sortir ses uppercuts, ça pourrait devenir le premier mec à mettre KO Max Holloway. Ouais, Holloway, il était monté contre Poirier, là. Il prend beaucoup de coups de façon Max Holloway, mais Justin Gaethje, il frappe comme une brute. Je suis d'accord, Holloway, il en a affronté des gros frappeurs, mais Justin Gaethje, ce sera encore autre chose. Je dis pas qu'il perdrait le combat à coup sûr, mais c'est clair que Gaethje pourrait lui faire très très mal. Un petit mot de Tony Ferguson qui va combattre un peu plus tard ce mois-ci. Il était sous le coup d'une procédure judiciaire parce qu'il s'était fait arrêter en ayant bu de l'alcool au volant. Bon écoutez, il semblerait que les charges soient abandonnées, pas de problème pour Tony Ferguson. Il est toujours OK pour son combat contre Paddy Pimblett. On a Marvin Vettori qui tweet, qui voudrait bien prendre Shara Magomedov, vous savez, Shara Poutine Magomedov. Donc écoutez, l'autre il est super loin dans les classements, je comprends pas trop pourquoi. Peut-être que Vettori il s'agace un peu de pas combattre. Il se dit peut-être qu'en prenant ce gars-là, il va gagner un peu de sa notoriété. Parce que c'est vrai que Vettori c'est pas le mec le plus. C'est pas le mec de qui on parle le plus dans la catégorie. Pourtant je pense qu'il a un potentiel, il pourrait peut-être un jour devenir champion. Le match-up, ce serait pas très bon pour notre ami russe, hein, parce que Vettori pourrait le coller par terre au centre de la cage et passer le combat comme ça. On sait que la lutte de Magomedov est un peu limitée. Maintenant, ce sera un très beau cadeau qui ferait à Magomedov, hein, parce que s'il tape Vettori, il est tout de suite dans la conversation pour le titre. L'UFC serait très content, parce que je pense que Magomedov est plus vendeur que Vettori. Après, est-ce qu'il y aurait une clause dans le combat entre Vettori et l'UFC qui dit, voilà, inquiétez, moi je prends ce gars-là qui est pas classé, je prends un risque énorme, par contre si je gagne, je veux ma chance au titre. Je ne sais pas, mais voilà, ce qu'il dit Vettori, c'est ouais, Magomedov, fais attention à ce que tu demandes, parce que ce combat pourrait arriver, donc ça pourrait se faire. Écoutez, je ne sais pas, c'est un combat que je serais content de voir. Shara Poutine pourrait très bien mettre KO Marvin Vettori. Maintenant, si ça va lutter, ça va être compliqué pour Magomedov. Hein.
Et enfin, notre français Kevin Jousset qui fait son retour le 10 décembre. Je sais pas si on en avait parlé, là il vient de dire c'est officiel. Il y a quelques heures, il a tweeté. Je sais plus, on avait parlé de lui pour un UFC en Chine. Bon bah écoutez, ça sera le 10 décembre. Je crois que ce sera un UFC Vegas, un UFC classique. Écoutez, content de le revoir, ce sera son deuxième combat à l'UFC. Il va affronter Song. Bah, pour l'instant, de toute façon, il est dans un moment de sa carrière où il est pas en mesure de demander quoi que ce soit. Il va prendre les combats les uns après les autres et puis peut-être qu'il arrivera à la ceinture. On lui souhaite. Écoutez, on a fait le tour de l'info pour aujourd'hui. Je vous propose de passer à la minute auditeur. Minute auditeur qui commence avec Vincent Mata qui me dit que Dariush est cassé de partout, va falloir voir comment il va se remettre de sa défaite contre Charles Oliveira, parce que Tsarukyan en face ça peut être un problème. Je suis d'accord avec toi, surtout que même mentalement ça a dû être dur pour lui, il était tout proche de la ceinture, et puis il prend cette défaite, il se fait finir en plus. Revenir d'un KO c'est jamais facile, hein. Même quand t'es un vétéran ça peut toujours laisser des traces. Mentalement j'espère qu'il va être prêt, et puis physiquement bah ouais Tsarukyan il peut lui mettre la rincette, hein. Là, il a pris un KO contre Oliveira, hein, si je dis pas de bêtises, c'est un KO. S'il se prend une soumission contre Tsarukyan ou un combat où il passe le combat sur le dos à se prendre des coups de coude, ça va être très compliqué pour lui. Écoutez, il a l'air d'être confiant, il a l'air de s'être préparé, d'avoir travaillé la lutte. On aura la réponse ce week-end. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi l'émission, on arrive à la fin. N'hésitez pas à commenter, continuez à faire grossir la chaîne, parlez-en autour de vous, likez, etc. Ça coûte rien, moi ça me soutient beaucoup. Et puis on se retrouve demain à 17h. Salut!